Bonjour Jean-Jacques Urvoas. Bonjour. Nous allons faire de l'Euro un cimetière. C'est le message vidéo de Larossi Abala, juste avant d'être abattu par le RAID. 3 ans auparavant, Fabienne le disait, il faisait de la prison. Question très simple, comment il a pu échapper à la vigilance de la justice et des services de renseignement? Il n'y a que l'enquête qui peut le dire. L'une des difficultés dans une situation pareille d'ailleurs, c'est de vouloir aller plus vite que l'enquête. Et même si vous me le permettez, puisque je suis sur une chaîne radio d'information, le fait de diffuser, comme c'était le cas hier, des noms, des faits, sont des éléments de perturbation pour Pas les ici, pas enquêtes. ici, hein, Non, 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 je dis, mais parce que je oui, sais que vous êtes oui, écouté, que cela oui, oui. sera répété, il faut le dire. Les enquêteurs, dans des moments de situation pareille, ont besoin de sérénité et l'agitation qu'il y a autour, l'espèce de course à donner une information, est un élément de perturbation. Donc, pour le savoir, ce qui s'est passé, pourquoi cet individu qui était parfaitement repéré, identifié, Fiché S, placé fiché sur écoute depuis février. absolument, parce que se serait-il passé si cela n'avait pas été le cas? On nous aurait dit: «Mais justement, il y a des failles dans le dispositif, il y a des trous dans la raquette», selon l'expression consacrée. Nous avons là un individu, au contraire, qui a été placé, sous surveillance, qui a d'ailleurs parfaitement respecté les obligations que les juges lui avaient fixées, puisque pendant 2 ans, après sa sortie de prison, il a bénéficié de ce qu'on appelle un sursis avec mise à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on lui avait mis des contraintes, des obligations particulières, des obligations générales. Il a satisfait à toutes ces obligations, il a été vu tous les mois par un personnel d'un service d'insertion et de probation. Et au bout des 2 ans de mise à l'épreuve, eh bien, très légitimement, la surveillance, en tout cas les contraintes qui lui avaient été posées, ont été levées. Par la suite, il a été suivi par les services. Puis comme le dossier a été à nouveau pris en main par un juge d'instruction, il a été placé sous surveillance judiciaire. Et j'ai entendu, comme vous hier, le procureur de Paris nous dire que les écoutes n'avaient pas annoncé de fait de passage à l'acte. Mais ça veut dire qu'eux aussi savent passer au travers des mailles du filet et savent comment les choses fonctionnent. Il avait 3 portables, par exemple, on n'en écoute qu'un à la fois, évidemment. Sa Non, petite amie elle-même, parce que nous a dit: «Moi, j'ai rien vu du tout, moi non plus». Ils sont capables de dissimuler des choses quand même que même nous, du coup, alors, on peut pas voir, non? ne me demandez pas de commenter quelque chose qui relève de l'enquête. Mmh. Je veux simplement vous dire que dans le cas d'espèce, quand un individu est placé sous surveillance, c'est la totalité de ses portables qui sont placés sous surveillance. Il y a une demande d'interception, mais s'il a 10 téléphones, les 10 téléphones sont écoutés. Et donc moi, je ne peux prendre aujourd'hui pour fait acquis que ce qu'en a dit le procureur hier, c'est-à-dire qu'effectivement, cet individu devenu un monstre à l'instant où il tue, auparavant n'avait pas annoncé de signe de Mais il y a eu préparation. son procès en 2013 et là on a Oui. découvert un homme un peu bizarre, un peu mystérieux, qui laissait des textes sur une messagerie. Faut commencer le taf, écrivait-il. J'ai soif de sang. Et il s'entraînait à égorger des lapins dans des forêts de la région parisienne avec d'autres islamistes. Oui, encore une fois, je suis très mal à l'aise de commenter quelque chose puisque ce sont tous des éléments qui relèvent de l'enquête. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que nous avons une incrimination sous laquelle il a été poursuivi, qui est association de malfaiteurs à but terroriste. Que cette incrimination est une incrimination qui est tout à fait utile puisqu'elle offre un spectre large. C'est-à-dire que vous pouvez dedans y placer des individus dont vous craignez ou qui ont déjà, parce qu'ils sont passés à l'acte, et puis ceux dont nous pensons qu'il y a des risques, ou pardon, les juges pensent qu'il y a des risques. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été condamné à peu. Il aurait pu être condamné avec la même incrimination à 20 ans. Il a été condamné à 3 ans. Parce qu'en France, et je crois que vraiment il faut s'y tenir dans des moments pareils, nous ne jugeons pas les intentions. Nous jugeons les faits. Parce que si c'est une intention, ça ne se démontre Mais, pas. Un fait, ça se condamne. mais Monsieur le ministre, vous nous avez montré point par point très précisément qu'il a respecté toutes ses obligations. Est-ce que ça ne veut pas dire que ces obligations sont insuffisantes? Écoutez, franchement, je ne le sais pas et vous avez raison de poser la question comme ça parce que quand il nous arrive un tel drame, le devoir de la puissance publique est de s'assurer que nous avons les outils pour y répondre. Je viens de porter une loi devant l'Assemblée nationale et le Sénat qui a d'ailleurs été votée de manière écrasamment majoritaire. Il y a quelques parlementaires dans l'une et deux La chambres. neuvième loi antiterroriste depuis 2012. Alors, celle-là n'était pas que antiterroriste. D'ailleurs, toutes les 9 ne sont pas que antiterroristes. Ce sont toutes des lois qui donnent des outils pour lutter. J'ai par ailleurs été rapporteur de la loi sur le renseignement. J'ai toujours contesté le fait que ce soit une loi antiterroriste, une loi qui donnait des moyens d'encadrement des pratiques des services. Mais c'est vrai qu'il y avait, là dans la loi qui a été promulguée le 3 juin, donc c'est très récent, il y a des nouveaux moyens parce que nous avions justement diagnostiqué dans le passé qu'il y avait des éléments, notamment de surveillance, qui manquaient. Nous avions paradoxalement
pardon d'être aussi technique, mais les services de renseignement avaient des moyens de surveillance que n'avait pas la police judiciaire. Donc il fallait remettre la police judiciaire à des moyens supplémentaires. Nous avons par exemple ainsi permis les perquisitions de nuit, ce qui n'était pas possible, où nous avons permis la captation des données informatiques. Dans la perquisition qui a eu lieu au domicile de cet individu hier, des ordinateurs ont pu être récupérés, des données ont été captées et elles seront analysées. Avant cette loi, ce n'était pas Mais possible. trop tard. Mais trop tard. Le droit va toujours moins vite que le drame. Et donc, il faut justement agir avec constance et détermination. Nous avons maintenant des moyens que nous n'avions pas hier. Autant dire que l'Union nationale est un vœu pieux. La droite et le FN vous demandent des comptes. Éric Ciotti, le monsieur sécurité des Républicains, vous interpelle ce matin. Jean-Jacques Urvoas, pourquoi nous sommes passés d'un état d'urgence réel à un état d'urgence alibi, virtuel, fictif? Je vous demande aujourd'hui de rétablir les conditions d'un véritable état d'urgence et je vous demande si vous allez prolonger au-delà du 26 juillet cet état d'urgence. Réponse. Je ne considère pas que la vie politique soit une rixe entre des capitaines fracasses. Je connais bien Éric Ciotti. Il a voté les textes que nous avons présentés. Ce genre de déclarations musclées qui ont vocation juste à être en résonance avec un drame ne me paraissent pas être à la hauteur de la responsabilité que nous avons. Moi, je veux agir, et je crois que le gouvernement le démontre, avec sang-froid. Dans cette affaire, de quoi parlons-nous? Est-ce qu'il y a eu des failles sur le dispositif? Le juge nous le dit, les magistrats enquêteurs nous le diront. À ce stade, personne ne peut le dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir réduit l'état d'urgence? Mais l'état d'urgence, ce n'était pas une décision du gouvernement. C'est un débat avec le Parlement. Il y a encore quelques semaines, beaucoup de voix s'est levée pour nous dire « nous n'avons plus besoin de l'état d'urgence ». Le gouvernement considère que l'état d'urgence est une situation exceptionnelle. Depuis qu'il est proclamé, nous en avons utilisé massivement les possibilités au début, quand il y avait un effet de surprise. Mais un état d'urgence avec des capacités de surprise, que c'était le but. 6 mois après, très honnêtement, le ministre de l'Intérieur avait jugé que ce n'était pas utile. Au-delà du 26 juillet, on continue ou pas? Mais le gouvernement a dit que c'était à la fin de l'euro que l'état d'urgence devrait être terminé. Donc, sauf si... Mais ce n'est jamais une situation à la fin figée. du Tour de France. Le Tour de France, pardon, excusez-moi. Sauf si, et ce n'est pas une situation figée, on arrivait à voir que des menaces pesant sur le pays nécessitaient de faire appel à la totalité de l'arsenal. Elles sont là, les menaces. Mais non, les menaces, elles sont en permanence. Simplement, nous devons vous avez eu un drame dont nous disons justement qu'il a besoin d'être diagnostiqué avant de prendre des mesures générales. Vous savez, le sang-froid, c'est quoi? Le sang-froid, c'est agir avec une double boussole. La préservation des libertés individuelles, la protection de l'ordre public. Parce que vous ne pouvez pas, ou alors c'est une demande que je n'ai pas entendue, même dans la bouche d'Éric Ciotti, qui pourtant n'est pas en général refroidissant quand il s'agit d'avoir des déclarations musclées. Personne ne demande de mettre un État policier dans ce pays. Donc nous devons garantir les libertés individuelles. Mais le président de la République a dit hier que la vigilance contre le terrorisme est portée à son niveau maximal. Pardon, je croyais qu'elle y était, moi. C'était un rappel, ce n'était pas une information, c'était une constance. Il a parlé de moyens On est supplémentaires. déjà au maximum. Les moyens supplémentaires, c'est la capacité de mobiliser des personnels, par exemple dans l'armée ou dans la police et dans la gendarmerie, qui sans doute, je ne connais pas les mesures, mais vous êtes dans une stratégie de prévention. Le but de la dissuasion, c'est justement pas de mettre sur la table tout ce que nous faisons. Mais Guy a raison, on n'a pas compris. Manuel Valls vous dit hier à l'Assemblée, on ne va pas adopter à chaque fois une nouvelle mesure. Non. François Hollande dit des moyens supplémentaires seront déployés. Mais des moyens supplémentaires, ça peut être des moyens humains, ça peut être des moyens techniques. Le fait que la loi ait été promulguée le 3 juin va permettre aux services d'utiliser des moyens dont ils ne disposaient pas hier. Quand vous êtes quand même en capacité de sonorisation de lieux, ce que vous n'avez pas hier, ce sont des moyens supplémentaires, mais ce ne sont pas des décisions supplémentaires. Rapidement, la droite revient à la charge sur les centres de rétention pour fichier S. On en parlait déjà après le Bataclan. Est-ce que vous allez donner suite? Non, je n'y donnerai pas suite parce que là aussi, le président de la République, c'était au Congrès, il y a maintenant plusieurs mois, avait annoncé que nous étudierions toutes les propositions qui avaient été faites sur le cas d'espèce. Nous avons saisi le Conseil d'État, c'était au mois de décembre, et nous lui avons demandé est-ce que cela est possible dans le droit français existant. La réponse du Conseil d'État, consultable par n'importe quel internaute, la décision est du 17 décembre, le Conseil d'État nous dit c'est possible, sauf s'il faut changer la Constitution. Parce que dans notre pays, quand on prive quelqu'un de liberté, c'est une décision d'un juge. Et on ne la changera pas. Et on ne veut pas changer la loi parce que le juge, il se prononce sur les faits et pas sur les intentions. Dans le témoignage très intéressant de l'ex-petit ami du terroriste, on l'entend dire qu'il a eu la tête retournée en prison. Une fois de plus, on a l'impression que la déradicalisation, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre pays.
Le jugement me paraît un peu rapide. La déradicalisation, c'est un mot, ce n'est pas une réalité. Je pars par exemple au Canada après-demain pour aller voir ce que font les Canadiens qui depuis plusieurs temps sont en avance sur nous. Nous aujourd'hui, nous essayons de bâtir des process, c'est-à-dire nous essayons de construire des solutions. Nous avons des expériences qui sont engagées depuis maintenant 4 ou 5 mois. C'est bien trop tôt pour avoir du recul. Le Premier ministre a annoncé un des centres de déradicalisation, mais il s'agit maintenant de leur donner du contenu. Nous y réfléchissons. Tous les jours, il se passe des réunions. Moi, j'ai pris la responsabilité de la chancellerie. Nous allons faire des propositions en matière de déradicalisation pour les personnes placées sous main de justice. Nous ne le ferons, et je viendrai le faire devant vos micros si vous m'y invitez, quand nous serons capables d'être précis. Justement parce que nous touchons à des choses nouvelles. Quand est-ce que ce sera, cette précision? C'est en 2016. C'est en 2016. Mais vous savez, c'est un besoin qui est apparu de manière extrêmement rapide, mais la réponse doit être réfléchie. Rien ne serait pire que l'improvisation. Rapidement, les policiers qui pourront rester armés en dehors de leurs heures de service, annonce de Bernard Cazeneuve hier soir, est-ce que ça dérange le garde des Sceaux? Non, parce que les magistrats ont l'habitude de travailler avec la police. Elles travaillent même sous leur responsabilité quand il s'agit d'instructions qui sont lancées. C'est une mesure dont chacun comprend la dimension de protection. Je crois même que si Bernard Cazeneuve ne l'avait pas annoncé, on lui aurait été reproché. Bon, et comme si ça suffisait pas, il y a des matchs à risque pendant l'Euro avec les hooligans russes, britanniques et les casseurs hier qui se sont infiltrés à nouveau dans les manifs contre la loi travail. Donc on manifeste, on continue à manifester en état d'urgence. Oui, et heureusement d'ailleurs. Le pire serait que le gouvernement prenne une décision d'interdiction d'une manifestation organisée par la CGT. Là, je suis certain que nous aurions un concert. Et même si les casseurs s'invitent à chaque fois. Les casseurs s'invitent à chaque fois et c'est une responsabilité qui se pèse sur la justice de la sanction. J'ai signé il y a maintenant une semaine une circulaire politique pénale adressée aux procureurs généraux leur demandant une sanction implacable. Mais vous savez, le temps de la justice n'est pas le temps de l'immédiateté. Il y a un mois... L'immédiateté, c'est l'hôpital Necker abîmé, c'est des vitrines cassées. Il y a un mois, nous parlions tous de cette image, de cette voiture de police incendiée. C'était il y a un mois, c'était le 18 mai. Tout le monde se disait, ce policier qui s'appelle Kevin Philippi a été remarquable, il incarnait le sang-froid. Et il y avait des interpellations qui avaient été faites. Et on avait eu une décision d'un juge de la liberté et de la détention de les libérer. Et on avait eu une contestation. Mais depuis, on a oublié. Sauf que depuis, la justice continue à travailler. Et hier, une 6e personne dans cette affaire, un 6e suspect, a été mis en examen et a été placé en détention. C'est le 4e personnage sur cette affaire. Donc on n'en parle plus, mais la justice travaille parce que son travail à elle, c'est de prononcer la sanction individualisée au regard de la faute commise. Les fautes seront sanctionnées. Je pense que nos auditeurs ce matin ne comprennent pas comment c'est possible que des gens masqués, cagoulés, puissent tout péter et qu'on les arrête pas. Mais on les arrête. On les arrête depuis le début. Ils reviennent toujours dans le même nombre. Non, enfin, sauf à se baser sur des impressions, moi je ne vous parle que de chiffres. Depuis le début des manifestations contre la loi travail, il y a eu 662 procédures judiciaires qui ont été engagées et qui concernent 753 personnes et 250 d'entre eux sont aujourd'hui incarcérés. Ceux-là, ils n'étaient pas devant l'hôpital Necker hier. Et donc demain, ceux qui ont fait l'hôpital Necker hier seront incarcérés parce qu'une fois que l'émotion est passée, la justice, elle, continue. Merci beaucoup Jean-Jacques Urvoas en direct sur France Info ce matin, 7h59.